Je t'entends bien et je vois bien la présentation. Génial. Bon, c'est noté. Eh ben, écoutez, merci du coup et bonjour à tous surtout et bienvenue sur du coup cette table ronde qui va être dédiée au thème de comment intégrer du coup des IA génératives, des IA agentiques dans les entreprises en passant vraiment de ce qu'on voit souvent aujourd'hui en entreprise, l'intention de, mais vraiment ici vous montrer comment une entreprise comme Brevo notamment est passée de l'intention à l'action. Donc, je suis très heureux d'animer cette table ronde avec Alexandre Le Goupil de chez Brevo et Guillaume Luscan de chez WeSipe. Moi, de mon côté, du coup, c'est Paul de l'organisme de formation DataBird qui est spécialisé en data et en IA. Euh, L'idée, cette table ronde, c'est de suivre ce programme. Dans un premier temps, on va du coup juste se présenter, Guillaume, Alexandre et moi-même, pour savoir à qui vous avez affaire. Et ce qui sera intéressant du coup dans ce webinaire, c'est vraiment d'observer comment les entreprises adoptent aujourd'hui ces technologies, en ayant à la fois la vision formateur que l'on a chez DataBird, avec aussi la vision de WeSipe sur la partie intégrateur et aussi la vision plus entreprise de Brevo qui a intégré du coup Dust dans ses processus et à tous les niveaux de son organisation. Donc, ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est euh, un format assez concret hein, dans un premier temps, avec la vision intégrateur, du coup, côté WeSipe, tous les patterns d'adoption qu'ils ont pu observer notamment dans les entreprises. On va également pouvoir aborder toutes les erreurs qui ont pu être observées, à la fois les erreurs qui ne sont pas à reproduire, mais aussi les erreurs à faire pour justement aller de l'avant et accélérer l'apprentissage. Et ça serait également intéressant de tirer toutes les recommandations que du coup que vont formuler Guillaume et aussi Alexandre sur comment aujourd'hui passer le pas sur intégrer l'IA dans son organisation et à tous les niveaux. Et ça sera notamment très bien illustré par Alexandre, qui est responsable justement de cette partie-là chez Brevo, et qui a pu déployer Dust, un outil d'IA génératif qu'on aime bien chez DataBird, parce qu'on forme beaucoup dessus aujourd'hui, à la fois sur la partie particulier et entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut rapidement se présenter. Si ça vous va, je peux commencer. Euh, donc moi, du coup, c'est Paul. Ça fait un peu moins de 3 ans que je travaille chez DataBird. DataBird, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un organisme de formation qui est spécialisé en data et en IA. Donc, on a aujourd'hui formé plus de 4000 apprenants depuis 2020. Donc ça fait maintenant 6 ans qu'on existe. On forme à la fois des particuliers donc qui souhaitent se reconvertir ou monter en compétences sur justement cette brique data et IA. On a aujourd'hui donné formation à plus de 4000 personnes sur une vingtaine de formations déjà pas mal éprouvées et toujours avec une très bonne note de satisfaction. On accompagne aussi les entreprises plus sur la montée en compétences d'équipes métiers mais aussi techniques à la fois sur des projets data et des projets IA. L'idée, c'est assez simple, hein, c'est d'identifier ensemble, dans un premier temps, leurs enjeux data et IA déjà définis, ou alors creuser du coup ceux à définir, et ensuite leur proposer des plans de transformation en interne, via soit le déploiement de feuilles de route data et IA, ou soit via des plans d'accompagnement, du coup de montée en compétences des équipes métiers et data. Euh, pour tout ce qui sera question lors de ce webinaire, je le place là. Ça sera du coup à la fin du coup du webinaire. On pourra prendre toutes les questions avec Guillaume et Alexandre et essayer d'y répondre au mieux. Donc n'hésitez pas à les poser dès à présent dans le chat. Si ça te va, Guillaume, je peux te laisser te présenter WeSipe aussi. Est-ce que- Ou sinon, si en attendant que Guillaume puisse peut-être se connecter, si tu veux, Alexandre, commencer par présenter Brevo. Yes, ça marche. Donc bonjour à tous à nouveau. Moi c'est Alexandre, je travaille chez Brevo depuis un peu plus de 4 ans maintenant, au sein de l'équipe Review Operations.
Donc avant de parler de moi-même, je vais parler de Brevo. Donc Brevo, c'est une entreprise qui a été créée en 2012, initialement pour de l'emailing, newsletter, etc. Et qui a grossi au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on est une licorne depuis décembre dernier et on a un total de 600 000 clients à travers le monde. Donc pas uniquement en France, mais Europe, Asie, États-Unis, et 1000 employés. Donc Brevo, globalement, c'est une plateforme qui permet de gérer tous ces canaux de communication dans une même plateforme, donc email, SMS, WhatsApp, des push, avec une gestion centralisée des contacts. Donc c'est un véritable CRM à la fois marketing et sales, et qui a comme grand avantage d'être accessible pour l'ensemble des entreprises, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises. Donc moi, je travaille au sein de l'équipe Revenue Operations, et je m'occupe de tous les outils des commerciaux, donc principalement sur du mid-market. Et donc mon objectif principal, c'est de fournir aux commerciaux les meilleurs outils pour les rendre performants et aussi à automatiser un maximum leur processus commercial, et leur process chronophage, avec dans l'optique toujours d'améliorer le business. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas Alexandre pour cette intro. Et puis c'est vrai que pour ceux aussi qui vous connaissent peut-être sous votre ancien nom, Sendinblue, Blue, c'est bien ça? Euh, Oui, c'est ça, exactement. Oui. exactement. Vous aviez changé quand? On a changé il y a 3 ans, il me semble maintenant. Ok, d'accord. Ok. Et pour Guillaume, je vais juste tac 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 voir s'il a bien accès au micro, comme ça, il va pouvoir. Ok. Et Guillaume, tu nous entends bien? Est-ce que tu peux aussi pas accès au micro? Ok. Alors je regarde ça de mon côté pour te donner accès. Tac tac tac. Ok, je crois que normalement ça devrait être bon, Guillaume. Si tu Ouais, veux, je je peux devrais être bon. te laisser Allô? te présenter et présenter aussi Wissal. On t'entend bien. Ok, super, merci. Top. Bonjour à tous. Et donc moi, je suis l'un des fondateurs de WeZype. On est un cabinet qui s'est spécialisé sur Dust. Donc, on est pure player de la solution Dust. Et concrètement, on est revendeur intégrateur. Donc, on revend des licences et on déploie Dust chez nos clients. Donc, on a lancé ça en 2024. Il y a un an et demi. On est maintenant une équipe de 25 personnes. Et on se spécialise en fait sur différents secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que très souvent, les clients sont intéressés par l'expertise technique qu'on peut avoir sur Dust, mais aussi par, on va dire, l'expérience qu'on a dans des entreprises qui leur ressemblent. Donc, comprendre le type de cas d'usage qu'on va pouvoir déployer, par exemple, dans une société de tech ou dans un cabinet de conseil, chez des notaires, des experts comptables, des assureurs, etc., etc. Et donc, on crée, nous, en interne, des practices avec des consultants qui sont spécialisés sur Dust, mais aussi sur les secteurs d'activité sur lesquels ils sont projetés. Ouais, très Un intéressant, départ. Guillaume. Et peut-être petite question, vous avez, enfin, vous intégrez d'autres outils à part Dust, juste pour bien comprendre? On fait majoritairement du Dust. Il se trouve que très souvent, nos clients ont en complément des outils comme du N8N, du Make. Et donc, il y a des cas d'usage qui vont nécessiter de passer par ces outils-là, donc avec des agents Dust qui déclenchent des workflows, qui exécutent des scripts qui rappellent des agents ou des workflows qui appellent des agents. Donc on travaille aussi sur effectivement N8N, entre autres, et Make, beaucoup chez nos clients, mais on va dire notre cœur de métier, c'est de déployer des agents sur Dust dans différents secteurs d'activité. Ok, très clair. Et peut-être avant d'aller plus loin, du coup, c'est assez intéressant parce que là,
On a des exemples assez concrets côté formateur, intégrateur et aussi Brevo, du coup de l'utilisation de l'IA générative et des IA agentiques à tout niveau de l'organisation. Mais nous, c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Quel plan d'action pour quelle maturité IA? En tout cas, côté formateur, c'est une formation, enfin, c'est aujourd'hui une des questions les plus prégnantes lorsqu'on a aujourd'hui un entretien de découverte avec à la fois des C-level ou des fondateurs sur justement leur maturité IA qu'on vient de définir dans un premier temps. Et dans un second temps, la question c'est mais quelle est l'étape d'après? Et du coup, c'est la question aussi qui va nous tenir aujourd'hui un petit peu en fil rouge pendant toute cette présentation pour justement apporter des réponses à ces questions-là en fonction de votre niveau de maturité, pouvoir vous y retrouver et savoir quelle est la prochaine action justement pour intégrer de plus en plus ces outils d'IA dans vos quotidiens et pouvoir à la fin, comme tout le monde le cherche justement via ces intégrations, faire des gains de productivité. Euh, Si ça vous va, notamment Guillaume, je me permets de faire le lien. Maintenant, on peut rentrer dans le cœur du sujet. Toi, tu as une position assez unique, comme tu le disais, d'intégrateur. Donc, tu vois ce qui marche pas. Je pense aussi chez des clients. Euh, Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être que tu nous éclaires un petit peu sur tous les patterns du coup d'adoption de l'IA en entreprise aujourd'hui qu'on peut retrouver. Et également, si tu peux justement nous éclairer sur, toi, les principales entreprises que tu accompagnes aujourd'hui, elles sont plutôt avancées ou elles sont plutôt au début justement de l'intégration? Ouais. Euh, donc j'ai quelques messages effectivement à partager. N'hésitez pas, si, enfin, s'il y a des questions sur le chat, je peux aussi les prendre, on les prendra à la fin. Euh, du coup, dans les patterns d'adoption, un premier point qui je trouve intéressant, c'est les différents niveaux de maturité. Très souvent, en fait, les clients ou prospects sont sur des niveaux, on va dire, un ou 2, comme affiché sur la slide. Le niveau, voire zéro. Et donc, le zéro, qu'est-ce que c'est typiquement? C'est des entreprises où il y a des collaborateurs qui utilisent des licences d'outils à droite à gauche. Il n'y a rien qui est vraiment piloté, c'est des licences gratuites. Potentiellement, du coup, bon, on appelle ça du shadow IA. Voilà, il y a des données confidentielles d'entreprises qui sont mises sur des outils et donc c'est pas sécurisé. Voilà, donc le premier niveau, c'est pour une entreprise de fournir proactivement des outils qui sont sécurisés. Et donc, en l'occurrence, par exemple, sur Dust, ça permet d'utiliser les modèles de Mistral, d'Anthropic, de Google, d'OpenAI. C'est complètement protégé, ce qui veut dire voilà, votre donnée ou les documents confidentiels qui sont mis par les collaborateurs sur Dust ne sont pas en train de fuiter. Bon, ça c'est le très basique. Le niveau d'après, c'est être capable de requêter des données qui sont dans des systèmes, hein, des outils. Donc Dust s'est construit comme ça avec, je crée des agents, enfin des assistants au démarrage qui vont chercher l'information dans mon CRM, donc dans HubSpot, dans Salesforce, dans mon Drive Google, dans mon SharePoint, dans différents outils, voilà, Confluence, Jira, etc. Avec plusieurs façons de le faire et à la limite peu importe, c'est pas le sujet maintenant. Mais voilà, je pose des questions et mon agent est capable de me renvoyer une réponse. Ça, c'est aussi un niveau de maturité qui commence à être voilà, vraiment bien implémenté, notamment dans les boîtes tech, à peu près partout. Là où souvent enfin, voilà, ça coince, ou en tout cas il y a assez peu de cas d'usage encore dans ce sens-là, c'est vraiment le côté agentique. Et donc le fait de créer des agents qui sont capables de prendre des actions, donc notamment via une technologie MCP. Voilà, prendre des actions, je donne des exemples, ça peut être taguer un ticket au support ou répondre à une partie des tickets en fonction de la catégorie automatiquement au support client. Ça peut être de générer des documents, ça peut être de remplir des bases de données, ça peut être de mettre à jour un CRM. Voilà, donc ça, c'est le genre de cas d'usage, pas forcément très complexe, hein, mais en tout cas un peu plus avancé sur lequel on voit que c'est le niveau d'après à franchir. Et on va dire le quatrième niveau de maturité, alors qui n'est pas forcément nécessaire pour tous les cas d'usage, mais c'est l'orchestration d'agents.
Donc, c'est la capacité à créer des systèmes agentiques avec un agent orchestrateur qui appelle les sous-agents si c'est nécessaire ou faire du chaînage. Donc, décomposer un process en sous-agents qui travaillent les uns après les autres pour effectuer une tâche. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire on doit aller jusqu'au niveau 4 pour tous les cas d'usage, mais en tout cas, ça fait partie en termes de complexité des cas d'usage qui sont plus poussés. Donc voilà un peu les différents types de maturité qu'on voit chez les clients. Encore une fois, niveau 0, 1 et 2, assez commun maintenant. Et niveau 3 et 4, pour les cas d'usage qui le nécessitent, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre en ce moment. Ok, ouais, très intéressant. Et c'est vrai que bah, là, du coup, on voit bien cette transition vers l'utilisation simple d'IA générative vers justement une utilisation plus structurée des IA via l'agentique. Mais comme tu disais, des cas d'usage, il y en a tout de suite moins peut-être que sur du enfin, que sur les cas d'usage qu'on a en IA générative. Et c'est souvent, en effet, là, je pense que c'est intéressant de faire le parallèle avec la question, c'est-à-dire quelle est finalement votre maturité IA, donc justement aux entreprises qui se posent la question voilà, vous pouvez clairement identifier votre niveau et en fonction de ça, de pouvoir savoir quelle est la prochaine étape qui vous attend pour justement structurer un petit peu plus votre organisation autour de l'IA. Ok, très clair. Je crois que tu avais Ouais, aussi... j'ai voulu mettre un deuxième pattern d'adoption. Un point que je trouve important d'avoir en tête, c'est que, alors déjà, l'adoption, c'est un effort continu. On ne passe pas du jour au lendemain d'un niveau, on va dire, classique à un niveau avancé. Il faut constamment investir parce que les technologies évoluent énormément et que les cas d'usage et les choses qu'on peut faire aujourd'hui enfin, sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pouvait faire il y a un an et demi. Et en fait, il y a fort à parier que ça continue comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment un cycle, hein. Et le démarrage du cycle, c'est effectivement de commencer par former, donc embarquer les collaborateurs, présenter justement des outils, expliquer ce qu'on peut faire avec des outils, les fonctionnalités, pour que les collaborateurs se projettent. Le deuxième axe, c'est le fait d'identifier les cas d'usage. Ce qui est intéressant avec dans l'IA, on va avoir en fait plusieurs approches, mais une technologie comme DOS, c'est une technologie horizontale qui va permettre en fait deux approches, l'approche on va dire bottom-up et l'approche top-down. Et donc bottom-up, c'est le fait que n'importe qui dans l'entreprise puisse en fait utiliser des modèles et se créer des petits agents. L'approche top-down, ça va être de dire, bon, en fait, on va avoir des agents un peu plus stratégiques, importants pour l'entreprise qui vont être créés. Voilà. Et moi, je fais souvent pareil avec Excel, où finalement, c'est Excel, et il y a une utilisation un peu stratégique d'entreprise qui est de dire, OK, je fais mon BP, je fais les différentes modélisations qui sont des trucs de l'entreprise, mais tous les collaborateurs ont accès à Excel et ou à Google Sheet, et ça leur permet de faire des petits modèles et des tables. Voilà. Et donc, un outil comme DOS, une plateforme horizontale de façon générale d'IA, il y a un peu la même approche. C'est du self-serve AI, donc on peut créer un ensemble d'agents pour tous les collaborateurs et on va pouvoir aussi créer des agents plus structurants qui seront vraiment intégrés dans le process métier. Voilà. Et donc, d'où la nécessité d'identifier les cas d'usage pour aider à créer cette valeur. Et donc ça passe par alors souvent, c'est le métier hein, qui sait. Les équipes marketing, support, success, commercial ont des choses, des tâches répétitives, chronophages, voilà, pour lesquelles il y a de la valeur à créer des agents qui accélèrent ou qui automatisent. Et donc, l'enjeu, c'est justement de faire accoucher ces équipes de ces cas d'usage. Alors, on peut le faire de différentes façons. Soit ça vient tout seul progressivement, soit on le fait, voilà, on essaie de presser un peu plus vite et donc de faire des sessions de travail, des interviews, de prioriser tout ça et de constituer une roadmap. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est vraiment de pratiquer, notamment quand on fait sur la partie bottom-up, hein, on va inviter les différentes équipes à finalement construire eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est enfin, une des avancées, une des discussions majeures, c'est que aujourd'hui, se créer des agents, c'est du no-code, et donc on peut vraiment le faire. Enfin, tout le monde dans une entreprise peut créer ses agents, et il faut pratiquer et itérer. Et donc là,
typiquement organiser des hackathons. Ça a beaucoup de valeur. On peut aussi, alors j'en reparlerai sur la prochaine slide, mais structurer cette approche avec des champions et des profils, des builders qui sont en charge de coacher les équipes métiers pour qu'il y ait des agents qui soient créés et qui puissent être améliorés en continu. Et la dernière étape, bon, accompagner. En fait, l'idée, encore une fois, c'est que tout le monde puisse créer des agents. Et donc, quand un collaborateur s'y met, il peut avoir des questions, il se souvient plus très bien de telle fonctionnalité, comment l'utiliser. Et donc, il y a besoin, en fait, de constamment être en mesure de reformer, répondre à des questions. Et donc ça passe par des rituels. Donc j'en ai mis quelques-uns, voilà. Office Hour, qui est un rituel assez classique. Support écrit via Slack ou Teams et des petites formations à la demande. Et en fait, c'est vraiment une boucle parce que bon, une fois qu'on a fait cette première boucle, on a passé plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis en fait, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, et donc il faut reformer, il faut réidentifier des cas d'usage qui sont peut-être débloquables via ces nouvelles features, etc., etc. Ouais, en effet, bah, c'est vrai que ce schéma, on le retrouve aussi sur sur la formation, puisqu'on est à cheval toujours avec ce déploiement après de cas d'usage identifiés en amont. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, enfin, si je dois résumer avec mes mots, mais j'ai l'impression qu'on les retrouve aussi de notre côté, peut-être dit différemment, mais au début, c'est un petit peu connaître le champ des possibles, en se formant, en testant un petit peu les outils d'IA. Et rapidement, ben voilà, on a testé, il faut créer des cas d'usage. Ensuite, on essaye du coup, autour de ces cas d'usage, créer une feuille de route et ensuite de les implémenter avec l'aide du coup des champions, des référents IA qui, eux, sont un petit peu plus experts justement pour la création d'agents notamment. Ouais, complètement. Ok, ouais, super intéressant. Et je Euh, pense que ça fait une bonne transition sur tu vois, quand tu parles de référent IA. ouais, Moi, si je devais garder une recommandation pour des entreprises qui cherchent à déployer des plateformes agentiques, parce qu'après, il y a d'autres voilà, il y a d'autres façons d'aller faire de l'IA avec des technos verticalisés, etc., etc. Mais en tout cas, si vous partez sur une plateforme horizontale comme Dust, qui permet à chacun à toutes les équipes de créer des agents, c'est vraiment de structurer l'approche et vraiment mettre en place une méthodologie. Et donc, nous, on a trois axes qu'on pousse systématiquement. Je vais commencer par l'axe du milieu, rôle et responsabilité. Une erreur à éviter, c'est justement de se dire, OK, je déploie un outil et il y a pas de méthodologie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'équipe, projet, etc., etc. Et donc, euh, sur la partie, l'axe 2, là, l'axe du milieu, rôle et respo, donc l'équipe projet, généralement, nous, on la décline avec trois niveaux. Donc, un niveau sponsor du projet, un niveau chefferie de projet, donc chef de projet, et des champions dans toutes les équipes. Vraiment, les trois sont absolument nécessaires. Et chacun a son rôle clairement identifié, une bande passante associée. Voilà. Donc là, il y a plein d'erreurs à éviter. Voilà. Il faut qu'il y ait des champions, il faut que leur rôle soit clair, il faut qu'ils aient des bandes passantes, il faut qu'il y ait un sponsor qui communique sur l'importance de la démarche, qui soit rôle modèle, qui parle régulièrement à ses collaborateurs donc le sponsor, c'est généralement quelqu'un du COMEX qui parle du projet, qui pose des questions sur les agents qui sont utilisés. Voilà, donc ça, c'est la partie équipe projet. Le ok. point 1, gouvernance, c'est vraiment l'idée d'animer justement les champions, de les responsabiliser, de leur attribuer en fait une roadmap et de faire un suivi, de répondre à leurs questions. Enfin, il y a des stirco, il y a des points projets mensuels. Et le troisième axe, analyser l'usage et mesurer un ROI. Voilà, pour chaque cas d'usage, essayer de se fixer des objectifs. Il y en a pour lesquels c'est évident, hein. Quand on est sur des cas d'usage d'automatisation partielle ou du support client, il y a des ROI qui sont vite mesurables. Il y a des cas d'usage pour lesquels c'est moins évident, mais c'est important de faire cet effort d'analyse de l'usage et notamment une analyse assez fine. Par exemple, voilà, j'ai une équipe commerciale avec 15 personnes. J'ai créé 10 agents pour mon équipe commerciale. Bon, bah, si je me rends compte que j'ai trois commerciaux qui utilisent à fond les agents A et B et pas du tout les autres commerciaux, ça pose question. Ça veut peut-être dire il faut refaire une passe avec le reste des commerciaux, qu'il faut améliorer l'agent parce qu'il ne correspond pas sur certains points je sais pas, à des besoins qu'ils ont. Mais c'est ce genre d'analyse assez fine qui permet de continuer à améliorer les agents et de booster l'usage.
Ouais, ouais, en effet, bah ouais, c'est intéressant. En effet, c'est important, je pense, de structurer l'approche que tu disais. C'est ta recommandation, du coup, pour éviter bah, de faire trop d'erreurs. Un projet bien sizé, bien avec la responsabilité de chacun bien donnée en amont. Bah, c'est sûr que ça évite pas mal d'erreurs. Cependant aussi, je dirais peut-être que, enfin, faut pas hésiter à en faire, parce que je vois aussi, enfin, nous, côté Databird, pas mal de personnes qui hésitent à se lancer, qui sont vraiment même au niveau zéro, tu vois, que tu présentais tout à l'heure, et qui en fait ont un peu peur d'investir dans une IA. Et c'est souvent, en fait, faut pas le voir comme c'est pas un énorme investissement dans le sens où j'ai rarement vu des personnes revenir en disant je coupe du coup mon abonnement à mon SaaS. Pour ne plus utiliser d'IA. Généralement, au contraire, ça commence par investir sur un outil. Je choisissais-en un. Donc là, Dust, en l'occurrence, c'est pas mal parce que ça permet aussi d'utiliser pas mal de LLM différents, du code, enfin du Claude, du Gemini, du GPT. Et je pense que c'est justement en l'utilisant, en testant, que vous allez justement pouvoir structurer derrière justement votre approche. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, donc nous, on a travaillé avec, par exemple, des entreprises comme Spendesk, comme Lemonway, comme Hublot, sur cette structuration. Et ce qui était amusant, c'est que c'est venu progressivement. C'est-à-dire qu'au début, ces entreprises ont ouvert des licences et ça se passait bien. Ils ont commencé à mesurer progressivement l'adoption. Donc, c'était le nombre de messages sur des LLM et sur des agents qui étaient faits. Et puis ils se sont dit, OK, mais comment on va plus loin? Comment on structure davantage? Et ça, c'était au bout de plusieurs mois, quoi, parfois 12 Mhm. mois. Ouais. Et donc, je suis complètement aligné sur le fait de bon, bah, choisir une techno, ouvrir, commencer à générer de l'adoption et de l'usage, et puis progressivement, en fait, structurer autour de ça. Ouais, ouais, totalement aligné. Totalement aligné. Bah, je pense que ça fait d'ailleurs une bonne transition avec justement bah, l'intégration qu'il y a pu avoir chez Brevo. Vous avez enfin, du coup, Alexandre, tu pourras mieux en parler que nous, mais intégrer Dust au sein de l'organisation Brevo, je pense que ça peut être intéressant en effet de revoir ensemble, peut-être nous donner un petit peu plus de contexte sur bah, c'est intervenu suite à quels besoins identifiés et aussi justement faire le lien sur qui doit impulser le projet justement dans une entreprise. Bah, quel a été, c'était plus du côté du siège, enfin je veux dire du comité de direction ou plus côté justement des opérationnels qui souhaitaient justement intégrer un outil d'IA. Donc assez curieux justement d'en apprendre un petit peu plus dessus. Complètement, ouais. Peut-être pour démarrer en amont, le choix de Dust a été fait dans l'optique de permettre à tous nos utilisateurs, donc tous les employés, de pouvoir utiliser des agents IA et qu'on puisse, entre guillemets, maîtriser, à savoir donner du contexte à nos agents, de la documentation pour qu'ils soient le plus pertinent possible. Donc, si je reviens sur avant Dust, donc à savoir il y a un peu plus d'un an, on utilisait déjà certains outils d'IA, mais de manière très décentralisée. Et donc là, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'utiliser de plus en plus l'IA sur certains éléments spécifiques. D'où ce contexte, on avait bon, identifié, et même côté revenu operations, hein, pour être plus spécifique, et sales, différents éléments où on avait besoin d'une utilisation IA un peu plus poussée. Donc si je démarre sur le premier, c'est d'avoir un peu plus d'agilité technique. Euh, En fait, la problématique qu'on a, c'est on va être un nombre limité de personnes à pouvoir techniquement mettre en place certains process pour des commerciaux. Et donc, la limite, c'était que à chaque fois qu'on avait besoin de mettre en place quelque chose où il y avait du technique dedans, il fallait forcément passer par une priorisation de mon équipe notamment, mais aussi potentiellement d'une équipe tech pour mettre en place soit un nouveau process, soit même un nouvel outil pour aider les commerciaux à être un peu plus productifs. Donc j'en viens au deuxième sur la productivité sales. Globalement, les commerciaux mettaient environ 30 minutes par prospect pour préparer concrètement euh, la proposition qu'ils souhaitaient faire, comment personnaliser chaque email, chaque LinkedIn,
enfin des messages LinkedIn et potentiellement des SMS ou des appels, en moyenne, ce qu'on constatait, c'est qu'un sales mettait environ 30 minutes par prospect. Donc vous imaginez si on augmente ça au volume mensuel qu'on souhaitait obtenir, en fait on se retrouvait très vite à ce que un sales et notamment un sales pure prospection passait 3, 4 jours potentiellement au total à juste préparer euh, ses prochains, enfin comment est-ce qu'il allait contacter ses prochains leads. Euh, troisième problématique qu'on avait, c'était qu'on avait de la documentation. On a toujours un peu partout. Donc nous, on utilise Notion pour toute notre documentation interne, que ce soit mieux comprendre les prospects qu'on va avoir en face de nous, mais également quels sont les processus commerciaux, à savoir je passe de telle étape à telle étape. Et on va avoir aussi toute la partie de pitch, donc ce qu'on appelle enablement, à savoir comment est-ce qu'on va bien parler au lead pour chaque type de lead. Et donc ça, c'est dans Notion. On a aussi tout l'historique avec des contacts en particulier, des leads en particulier dans notre CRM. Donc c'est là où on va retrouver la dernière fois où on a contacté telle personne, euh, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait ou où est-ce qu'on en était dans le processus commercial. Et également certaines notes qu'ont pu mettre des sales précédemment et qu'on va pouvoir réutiliser pour soit des nouveaux leads, soit des leads existants euh, dans, euh, dans nos différents processus. Et en dernier, on avait aussi beaucoup de Slack. Donc nous, on utilise beaucoup Slack pour nos messages instantanés, pour discuter de problématiques, etc. Et dans Slack, on a une certaine documentation qu'on essaye de mettre évidemment dans notre Notion, mais on a toujours certaines décisions qui sont prises et un intérêt aussi pour notifier des utilisateurs via Slack pour être plus pertinent. Et donc, initialement, et même avant l'IA, on avait toutes ces informations dans différents outils et avec une difficulté de les centraliser. Et le dernier, c'est bon, ce que j'ai appelé la surcharge RevOps, à savoir que la plupart des requêtes qu'on recevait des commerciaux, donc à savoir qu'on reçoit tous les jours des problématiques qui peuvent être aussi bien stratégiques que très opérationnelles, est-ce que je peux vendre ça à tel client, à tel prospect? Est-ce que je peux lui dire ça ou ça? J'ai un problème dans mon CRM. Voilà, toutes sortes d'éléments qui étaient documentés de notre côté, expliqués, mais on recevait quand même des requêtes internes. Et donc, notre rôle, c'était simplement de retrouver cette documentation et de l'envoyer aux commerciaux. Euh, Ouais, et c'est... sachant que, ouais, Ouais, pardon, je t'ai coupé. non, non, mais juste pour finir là-dessus, c'était environ 30% de nos requêtes internes Ouais, qui étaient en fait déjà documentées et qui pouvaient du coup être retrouvées par un commercial très facilement, entre guillemets. ouais, c'est intéressant. Et puis, au-delà de ces chiffres, 30%, 30 minutes, enfin, d'ailleurs, on peut très rapidement, j'imagine, chiffrer pour vous enfin, bah, le coût que ça a pour l'organisation et justement un investissement dans votre organisation bah, via des... on n'a pas encore vu quels étaient concrètement les projets ni les résultats, mais j'imagine que là, déjà, vous partez avec un chiffrage du coup des coûts en amont du projet pour bien bah, le sizer, comme disait justement tout à l'heure Guillaume, bien structurer son projet, savoir quel KPI on veut du coup identifier et améliorer dans un premier temps. Donc là, enfin, c'est le travail que vous aviez fait du coup sur ces projets-là, quoi. C'est ça, exactement. En fait, on est vraiment parti du constat, OK, on a ces différents éléments à améliorer. Comment est-ce qu'on peut les améliorer et quels outils peuvent nous aider à le faire? Ok. Et effectivement, je rejoins sur Dust où bah, Dust répondait à la fois sur la partie agent, à savoir créer un agent qui va permettre de pouvoir répondre à différentes questions qui sont déjà documentées. Et pour aller plus loin, le grand avantage de Dust, c'est qu'on peut intégrer des outils, donc à savoir notre CRM, Notion et Slack. Donc comme le disait Guillaume, notamment à travers de MCP ou à travers d'intégration directe sur Dust, mais qui permettent non pas d'utiliser un Claude ou un ChatGPT un peu indépendamment, on va devoir lui donner du contexte à chaque fois. Ici, on va pouvoir créer un agent Dust, lui dire tu dois aller regarder telle documentation Notion et du coup permettre
notamment sur les 30% de requêtes internes, que le sales sache qu'il doit utiliser cet agent pour tel type de question et il aura sa réponse directement. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'input et même en termes d'output, enfin input sur capable en fait d'aller chercher de la donnée directement dans vos outils internes et à la fois capable de la ressortir sans pour autant, quand il vous donne la réponse, pouvoir la copier-coller et l'envoyer par exemple dans un message Slack à un sales pour Exactement. sa requête. C'est vrai que Dust pour le coup bah ouais, bah, est sacrément performant là-dessus pour répondre à ce genre de cas d'usage. C'est ça, exactement. Ouais. Et, Ok, euh, et du coup, j'en viens donc globalement aux différents workflows slash agents qui ont pu être mis en place. Donc, ils d'accord. sont très RevOps Sales hein, pour mes cas. Ouais, Donc, comme vu dans le contexte, hein, il y avait différents éléments qu'on souhaitait répondre euh, avec différentes problématiques. Donc là, j'ai pris trois exemples qui ont pu être répondus notamment grâce à Dust. Si on prend le premier, le referral finder, globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait assez souvent des questions sur, OK, j'ai besoin en tant que sales de trouver le top 3 de nos clients e-commerce par industrie, par taille, mais aussi par pays. Et plein d'autres questions. Et la problématique, c'était que ça peut paraître simple, mais faire une recherche dans le CRM pour ces informations spécifiques, ça pouvait prendre du temps et surtout les résultats pouvaient être assez disparates entre les commerciaux. Et donc on a créé tout simplement un agent Dust qui vient interroger, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais une base de données qui est déjà paramétrée et grâce à l'agent Dust, on est en mesure de répondre très facilement et très rapidement sur une question aussi simple que donne-moi le top 3 de mes clients e-commerce. Et donc le gain de 15 minutes à quelques secondes, il est surtout sur l'efficacité de préparer un meeting. Par exemple, initialement, si on savait que ça mettait 15 minutes, c'est parce que il fallait qu'on pose la question potentiellement sur Slack en attendant une réponse ou qu'on pose une question à ses collègues de droite et de gauche pour savoir si ils ont la réponse. Et parfois, les sales pouvaient galérer concrètement à trouver cette réponse-là et donc à compléter une présentation qu'ils avaient dans 15 minutes. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de leur mettre ça à disposition. Et ça a plutôt très bien fonctionné dès le départ. Euh, Si je parle sur le deuxième cas, et c'est juste peut-être peut-être lequel? pour, Ouais, excuse-moi, j'ai une petite question peut-être sur le premier cas. Et ça, c'était du coup en yes, préparation du coup d'appel client, ressortir le c'est top. ça. Peut-être un objectif aussi de faire un peu un lookalike avec le potentiel prospect. Et ici, c'était avec un déclencheur automatique ou vous étiez plus quand même sur une interrogation, enfin, vous interrogiez Dust de manière manuelle? Non, ici, c'est une interrogation de Dust de manière manuelle. D'accord. Ouais, globalement, et c'est exactement ça, c'était de préparer une présentation et de trouver des lookalikes. Globalement, le lookalike, on va dire que c'était un peu avant les 15 minutes, mais souvent nos clients, nos prospects plutôt, demandent des exemples de clients à fournir. D'accord. Et cette question-là, en fait, pouvoir y répondre en quelques secondes était assez primordial. D'accord. Ok. Et Euh, juste petite question encore, le 15 minutes, c'était en fait un temps qui était du coup compressif puisqu'il est passé à quelques secondes. Et juste c'est pour ça exactement. bien schématiser ce que représentaient peut-être les 15 minutes avant, ça représentait quoi? C'était de la recherche directement sur votre CRM? C'était vraiment recherche CRM ou demande Slack ou demande à l'oral à son voisin. Donc, on était sur quelque chose qui n'était pas assez structuré. Ok. Et en fait, il était possible de trouver la réponse sur le CRM. La problématique, c'était de savoir comment bien le faire et donc à savoir comment filtrer où trouver la donnée, quel champ faire appel. Et donc, c'est des éléments qui peuvent être appris, mais du coup, qui nécessitent un mini entraînement, on va dire, là où en réalité, c'est pas vraiment là où on va attendre en termes de valeur ajoutée le commercial. Ça va beaucoup plus être sur, OK, maintenant que j'ai ces clients, quelle proposition de valeur je peux faire? Qu'est-ce que ces clients-là utilisent toujours chez Brevo, de manière à orienter au mieux le discours sales pendant la présentation. Ok, très clair. Maintenant, si je passe sur le deuxième cas, qui était un des cas les plus problématiques, comme je le disais, en fait, pour préparer des emails personnalisés du LinkedIn, on mettait environ, enfin, le sales mettait environ 30 minutes par prospect, euh, qui est un temps qui peut être
très important du coup, in fine. Et donc le use case principal était de générer 3 emails de prospection sur mesure. Euh, Globalement, ce qu'on a constaté déjà, c'était que les commerciaux, quand ils ont un gros volume d'emails à préparer, alors oui, ils vont utiliser potentiellement l'IA, mais en fait, ça va même quand même leur prendre beaucoup de temps de faire des copier-coller, de trouver la bonne proposition de valeur, etc. Et donc, on a optimisé au mieux la personnalisation des emails jusqu'à même euh, créer une séquence automatisée avec de la personnalisation de bout en bout. Donc, à savoir, chaque email est personnalisé, est stocké et est envoyé au prospect au moment voulu. Donc ici, on est allé même plus loin, c'est-à-dire qu'on a retiré quasiment complètement l'input du sales qui vient lui en amont valider globalement les emails. C'est-à-dire qu'on lui a quand même créé une plateforme où il peut voir les emails qui vont être envoyés. Mais là où on allait plus loin par rapport à, on va être entre guillemets, un humain, c'était que pour chaque email, on allait chercher dans le CRM, on allait enrichir l'entreprise, donc à savoir la taille de l'entreprise, quel type d'activité, euh, aussi par rapport au CRM, est-ce qu'on l'a connu, est-ce qu'on connaît ce prospect. Et en fait, grâce à tout ça, ça nous a permis d'avoir des emails ultra personnalisés et qui ont été très bien accueillis chez les commerciaux qui pouvaient, eux, plus se focus sur l'après, donc les réponses, les appels aussi. Euh, et qui a eu un plutôt très bon rendu là-dessus. Et du coup, les commerciaux avaient quand même la main sur oui, je valide l'envoi ou est-ce que maintenant vous êtes sur un envoi limite automatique? Non, en fait, on est sur un envoi automatique, mais Ok. avec bon, ce qu'on appelle une feedback loop, à savoir qu'on vient récolter les retours des sales le plus possible. Donc l'idée, c'est vraiment pas de passer le commercial, c'est vraiment de lui dire, OK, par rapport à ce que toi tu faisais avant, on a pris ça en considération et on te propose tel type d'email personnalisé. Euh, et donc là où je dis qu'ils l'ont bien accueilli, c'est qu'ils l'ont vraiment vu comme un outil complémentaire avec eux, dans l'optique de leur faire gagner beaucoup de temps et que eux puissent vraiment se focus sur de la valeur ajoutée pure et dure. En fait, Hmm. typiquement, envoyer un premier email, c'est intéressant, mais potentiellement, dans 80% des cas, il n'y aura jamais de réponse. Ce qui veut dire qu'il y a eu Hmm. du travail qui a été fait sur un email pour le personnaliser et pour potentiellement derrière ne pas avoir de retour. Ouais, ouais, ok. Donc toutes les tâches, en effet, à faible valeur ajoutée, mais assez rébarbatives, ici, notamment sur la partie envoi d'email, a été automatisée. Bah, super intéressant. Et ça, vous le faites du coup à la fois en début de relation commerciale. Et est-ce que sur une relation commerciale un peu avancée, où par exemple, il y a déjà eu un appel de découverte, peut-être une démonstration, est-ce que ce genre d'emails sont également automatisés? Alors là, on le fait vraiment au tout début, donc D'accord. vraiment pour de la prospection pure et dure. Ok. Euh, Ce qui vient ensuite, c'est que on a effectivement d'autres agents Dust, mais plus manuels, qui vont permettre de faire la même chose, mais plus d'aider le commercial. Donc, il va arriver sur son agent, il va dire je dois envoyer tel type d'email pour tel prospect, et nous, on va venir retrouver le prospect dans le CRM, proposer de la valeur, mais c'est vraiment le commercial qui va décider parce qu'on considère qu'on a besoin de lui. Du commercial entre guillemets sur cette valeur ajoutée, à savoir une fois qu'il y a une réponse, qu'est-ce qu'on peut apporter au prospect pour le convaincre finalement d'être client chez Voilà. D'accord, ok. Très clair. Je vais aller assez rapidement, je vois qu'il est déjà 13 heures Ouais. sur le troisième exemple. Ici, c'est un exemple beaucoup plus marketing. Globalement, on essaye de créer des landing pages qui soient pertinentes pour les personnes qui voient ces landing pages et globalement de leur apporter de la valeur. Donc côté marketing, c'est généralement du donnant-donnant, à savoir que si on veut récupérer un email, il faut proposer une valeur qui vale le coup que le prospect mette son email. Et donc on a créé différentes petites landing pages avec de l'IA, donc notamment Dust, pour notamment ici générer un plan relationnel marketing complet. Donc à savoir que le prospect va rentrer le nom de son domaine et nous on va venir enrichir, donc trouver le type d'activité, trouver des concurrents et derrière générer un plan marketing en 3 étapes, il me semble, si je me souviens bien. Et donc on a des pages qui sont dynamiques et personnalisées
et qui apporte à la fois ici plus de crédibilité sur Brevo, sur le fait d'être crédible en tant que plateforme pour gérer du marketing et qui apporte aussi beaucoup de valeur aux prospects qui utilisent cette landing page. Ok, très clair. Via notamment, j'imagine, la capabilities Create Frame, vous utilisez. Alors pas encore. Ici, en fait, vu qu'on a personnalisé dans une landing page, il nous D'accord. fallait des éléments un peu plus techniques pour que Ok. derrière, ça donne une page web, D'accord, ok. enfin, une vraie page web, on va dire. Oui, ouais. D'accord. Ok, très clair. Je vois que le temps file. Je me permets Yes, d'avancer sur les résultats. yes. Mais je vais peut-être aller rapidement sur les résultats, hein, mais globalement, ce que je disais, on a gagné énormément de temps sur la personnalisation des emails. Pareil sur les requêtes. J'en ai pas parlé dans les use cases, mais globalement, on a été en mesure de pouvoir voir une baisse des requêtes qu'on nous faisait parce que en fait, ils pouvaient directement appeler Dust et ils avaient une réponse live, ce qui est aussi un bon gain pour eux. Et sur certains projets, et notamment les projets de personnaliser des emails, en fait, on est passé de projets qui pouvaient mettre des mois à se lancer, à savoir comment est-ce qu'on personnalise des emails, comment est-ce qu'on met les sales dans la boucle, dans une séquence automatisée, à quelques jours, à savoir que grâce à l'IA, on est en mesure maintenant de développer des éléments qui étaient auparavant très techniques beaucoup plus facilement aujourd'hui. Et donc le gain, il est à la fois pour les sales et pour l'organisation. Euh, on a déjà parlé des emails plus complets, mais il y a aussi moins de charges. En fait, on se retrouve avec de l'email qui est de plus en plus humain et qui va aussi permettre aux sales de ne pas avoir à chaque fois à challenger, on va dire, ce que nous, on va pouvoir mettre dans nos emails automatisés précédemment, qui étaient beaucoup plus génériques. Il y a également, grâce à l'IA, une exécution plus homogène, à savoir que même si les emails, le contenu est plus personnalisé, les réponses, la proposition de valeur va rester la même et donc va être constante avec la même qualité, surtout. Euh, sur l'organisation, euh, si je résume globalement, hein, ça nous permet d'être beaucoup plus scalable avec une fiabilité de l'agent qui, bon, on le voit l'IA, hein, mais à mesure que les mois avancent, on parle même plus d'années, on parle même de mois, on a quand même une fiabilité qui est de plus en plus intéressante et une efficacité également qui est assez impressionnante. Ouais, en effet, ben, c'est vrai que ces résultats, finalement, c'est gagnant pour l'organisation à tous les niveaux, à la fois pour la partie plus engineering qui se retrouve plus sur d'autres projets plus structurants, moins out of roadmap peut-être pour eux. Vous, bah, en tant que RevOps, ça vous permet de facilement faire un premier POC, tester rapidement et déployer après test. Et pour les équipes sales, bah, évidemment, ça les impacte plus directement, plus rapidement. Donc, ouais, c'est vrai que l'intérêt, pour le coup, il est même plus à démontrer. Complètement. Euh, bon, là, je Peut-être vais aller vous, très vous très avez, vite. ouais. Ouais, sur Euh, tes conseils, en effet, pour les entreprises qui nous écoutent, qui souhaitent se lancer également. Exactement. Bah, je vais rejoindre pas mal ce qu'a pu dire Guillaume, notamment, hein, mais globalement, j'ai essayé un peu de décortiquer les différentes phases qu'on pouvait avoir nous dans nos projets et comment est-ce qu'on intègre l'IA globalement sur ces projets-là. On part toujours de KPI, hein, donc ici, on va rester sur le même fonctionnement qu'on pouvait avoir dans nos projets, à savoir bah, identifier un pain point et voir le gain qu'on attend. Donc, vous avez pu le voir Mhm. dans les précédents workflows. Ouais. Ici, typiquement, si je recherche des clients, hein, ce que je disais, bon, là, j'ai mis un jour ou 15 minutes, mais bref, la problématique était comment j'arrive à trouver des clients, quelle est la cible. Donc, à savoir en combien de temps est-ce que je souhaite aujourd'hui régler cette problématique. Donc, la cible, on va dire, était 30 secondes. Donc les fondations, moi, j'ai déjà parlé, mais principalement dans les agents, il faut comprendre que l'intelligence, elle passe aussi par la documentation qu'on peut fournir. Et donc sans documentation sur Notion ou sur d'autres knowledge base, ça va être quoi qu'il arrive très compliqué pour l'agent de pouvoir aider au mieux les sales. Donc ici, c'était vraiment, OK, quelle documentation utiliser? Je dois utiliser mon CRM. Sur mon CRM, je sais qu'il faut que j'aille chercher tel ou tel attribut pour savoir que telle boîte est un client aujourd'hui et l'industrie
enfin quelle industrie utiliser. Ensuite, j'en reviens juste après avec le structuré et documenté, mais c'est connecter les outils. Donc, comment relier votre CRM, votre data, votre knowledge base. Et donc, nous, on l'a fait notamment via Supabase, donc qui est un outil de table de données globalement. Donc, on a notre CRM, Supabase et Dust. Ok. Euh, Ouais, et puis Supabase. ensuite, comment? Ouais, je le retrouve beaucoup dans pas mal de projets Supabase avec Dust notamment. Ouais, c'est très en vogue, on va dire, dans l'IA en général. Ils sont très bien placés et ils sont très bien intégrés. Globalement aux outils IA, ce qui permet d'aller plus vite, on va dire. Et donc pour terminer, l'impact, donc c'est important de mesurer l'impact et de viser une action globalement. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser en créant cet agent? Et le dernier qu'a très bien formulé Guillaume, hein, globalement, il faut aussi former des champions, avoir des sponsors. Nous, ce dont on s'est rendu compte sur Dust, qu'on a maintenant, au départ, le Dust était uniquement pour les commerciaux, et maintenant il a été implémenté sur toute la boîte, sur tout Brevo. Globalement, en fait, on a voulu commencer sur un département spécifique et voir l'adoption. Et en fait, ce que j'ai pu constater, hein, c'était que quand le team lead, notamment, utilisait Dust, toute son équipe utilisait Dust. Par contre, Mhm. si le team lead l'utilisait pas, on avait beaucoup moins de résultats positifs, on va dire. Et donc, il y a une évangélisation à faire globalement. Ce que je conseille et ce qu'on a fait, c'est de recruter enfin recruter entre guillemets, mais de sélectionner des personnes qui ont déjà une appétence sur l'IA et en fait de les pousser au maximum, de prendre du temps avec les autres personnes de leur équipe pour leur montrer l'avantage concret. Et globalement, il faut des use cases, hein, typiquement l'exemple que j'ai pris, en fait, sans s'en rendre compte, certaines personnes qui sont pas du tout IA vont potentiellement naturellement se diriger vers cet agent Dust pour rechercher des clients plus facilement. Et en fait, ils vont même pas se rendre compte exactement qu'ils sont en train d'utiliser de l'IA ou qu'ils sont en train d'adopter l'IA dans leur méthode de travail. Ça va être beaucoup plus sur, OK, j'avais ça comme besoin, j'ai pu le résoudre très facilement grâce à un agent Dust. Ouais, en effet, enfin, pour le coup, c'est assez impressionnant aussi l'impact que peut avoir les managers et pour justement créer de l'impulsion et de l'utilisation et de l'adoption justement des outils IA. Donc parfois c'est un peu, enfin c'est top-down, mais dans le bon sens, je trouve, justement pour un peu avoir ce côté exemplarité, enfin en fait montrer que si nos boss l'utilisent, bah oui, ça sert à quelque chose enfin ça, enfin, il faut se former et on peut y trouver des gains de productivité derrière personnellement. Donc, non, très clair à ce niveau-là. J'avais juste une question peut-être avant qu'on... J'ai juste une seule question de Stéphane dans le chat qui se demandait si notamment vous aviez évalué la mise en place de ces emails de prospection, notamment l'impact de ces emails de prospection avant et après rédaction du coup de l'IA. Donc comparer un peu l'impact justement d'une rédaction humaine qui prenait donc environ 30 minutes, où tu disais justement qu'il y avait environ 80% de ces emails qui n'étaient pas, qui ne suivaient pas de réponse. Est-ce que vous avez peut-être eu des résultats un peu différents justement suite à la mise en place de ces emails de prospection générés par l'IA en termes du coup de temps, ça, il y en a eu un impact, on est passé de 30 minutes à quelques secondes pour générer et envoyer l'email, mais peut-être plus en termes de réponse. Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que ça a été mesuré? Oui, alors on a essayé de tout mesurer. C'était un projet très important, même pour l'équipe sales et pour l'adoption globalement de l'IA. Globalement, ce qu'on a constaté au début, c'est qu'on avait exactement les mêmes chiffres en termes d'ouverture d'email, de clics dans l'email ou de réponse, euh, avec du coup, comme je le disais, moins de temps, beaucoup moins de temps passé côté sales. Donc, ce qui était déjà une réussite parce que ça leur permettait eux de pouvoir se concentrer vers d'autres tâches. Ok. La encore plus grande réussite, c'est qu'on a réussi à améliorer au fur et à mesure ces KPIs, donc l'ouverture d'email, le clic et les réponses. Globalement, aujourd'hui, on a plus de 50% d'ouverture, il me semble, sur le premier email, ce qui Ok. est extrêmement positif.
Ouais. Sur certains, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on a certains types de leads. Mais globalement, on était sur ça. On vise moins le clic, donc plus le reply to. Et là-dessus, pareil, on l'a bien amélioré. Et sur les résultats globaux, en fait, on a, dès le premier mois, commencé à avoir des clients, donc des prospects qui passaient clients. Là où précédemment, on va dire qu'on était aussi sur un process un peu plus sporadique. Donc à savoir que chaque sales avait un peu son propre process et on avait des résultats qui étaient beaucoup moins intéressants que dès le premier mois où on l'a mis en place. Donc ça nous a Ok. permis en fait de structurer le tout aussi, de se dire ok, comment est-ce qu'on souhaite contacter les prospects, tout en mettant en place aussi des tasks, hein, donc à savoir qu'on était beaucoup plus strict sur l'envoi du premier email, quand est-ce qu'on le fait. Un jour plus tard, on doit appeler. Le jour d'après, on doit envoyer un message LinkedIn. En fait, on a aussi structuré le process par les séquences globales là-dessus. Ok, ouais, donc des gains pour le coup, même au niveau opérationnel, j'ai C'est ça l'impression. à tous les niveaux. Ok, bon, bah, question répondue pour Stéphane. Bah, en tout cas, on arrive au bout du coup de ce webinaire. On a dépassé un petit peu, mais bon, le sujet était tellement passionnant que franchement, on pourrait continuer encore longtemps comme ça. Je voudrais remercier du coup Alexandre et Guillaume du coup de ce retour d'expérience très intéressant à la fois côté intégrateur et côté entreprise qui a su intégrer l'IA et maintenant qui irrigue, bah, j'ai l'impression auprès de tous les employés de Brevo, j'ai l'impression que tout le monde a un accès Dust, du moins pour C'est ça. requêter. Je ne sais pas si aussi la création d'agents est aussi maintenant même externalisée, non pas enfin externalisée directement à tous les collaborateurs. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous êtes très avancé sur ces sujets-là. Ça, je pense que ça donne envie aussi à d'autres entreprises de potentiellement se lancer via Dust, via d'autres outils, mais en tout cas de se lancer, tester, adopter, former et créer des champions pour mettre en place toute leur feuille de route. Donc un grand merci. Et si en tout cas vous souhaitez peut-être aussi dans le chat tout simplement prendre rendez-vous avec nous pour en discuter avec Alexandre Guillaume, moi, vous pouvez en tout cas prendre rendez-vous directement ici. Nous, on se fera un plaisir évidemment d'écouter vos retours, savoir où vous en êtes, évaluer votre maturité IA ensemble et voir en effet quelles prochaines actions on pourrait identifier ensemble pour aller à la step d'après, notamment qui avait été présentée par Guillaume et très bien définie en 4 points. Je trouve que ces 4 phases, moi, je les retrouve globalement dans toutes les entreprises et c'est ce vers quoi il faut tendre, en tout cas la phase numéro 4. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Merci Alexandre Merci à et tous. Guillaume. Merci Paul. Je me permets, je vais du coup, pour ceux qui le souhaitent, je laisse du coup la page encore disponible 1 minute et de mon côté, je vais clôturer du coup ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. On interviendra avec d'autres entreprises sur cette même thématique, c'est-à-dire comment l'IA a pu être intégrée dans d'autres sociétés, notamment des scale-up comme Revo. On va avoir notamment bientôt Spendesk qui va pouvoir également témoigner de son intégration de Dust du coup dans l'organisation et voir quels ont été les cas d'usage, les freins au développement et les résultats. Donc si cela vous intéresse également, n'hésitez pas, ça sera fin avril, la semaine du 20 avril. Il y aura plus d'informations qui arriveront du coup directement sur notre site et sur nos réseaux. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon webinaire et au plaisir d'en discuter avec vous pour ceux qui auront pris un point avec nous.